messieurs, bonsoir et bienvenue dans Entre elles, votre émission de femmes sur la belle télévision, la chaîne panafricaine. Je suis allée du côté du pays de la Teranga. Cela vous dit quelque chose? Vous pensez au bin bin tout de suite. Vous pensez également au chouraï. Ça sent très bon dans ce studio, je vous en dis pas plus. Aujourd'hui, il y a 4 femmes de ce pays qui sont réunies autour de moi pour nous parler de l'évolution de la femme sénégalaise des indépendances à nos jours. Vous avez compris que nous sommes au Sénégal et que nous allons parler de l'évolution de la femme sénégalaise depuis les années 1960 jusqu'en 2018. Pour en parler avec moi, il y a 4 femmes au parcours exceptionnel. Madame Courant, qui est habituée déjà de nos plateaux. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Laetitia. Innocente Courant, qui est enseignante de lettres. Il y aura à ma gauche Madame Ly, Mariam Ly, qui est une femme chef d'entreprise. À ma droite, il y a une grande dame qui est prédicatrice, qui est également professeure d'arabe et pas de lettres. C'est Madame Khan, que vous connaissez déjà. Madame Khan, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Asta Bousso. Oui, je ne me trompe pas, elle est entrepreneur. Et vous allez comprendre toutes ces choses, vous allez comprendre le mix de toutes ces femmes-là au cours des 52 prochaines minutes. Voilà, le décor étant planté, je dis Nangadef à toutes. Merci d'avoir accepté l'invitation de la belle télévision. Nous allons découvrir la femme sénégalaise des indépendances jusqu'à nos jours. A-t-elle évolué? C'est vraiment la première question avant d'entrer de plein fouet dans ce qui nous sert de thème, l'évolution de la femme sénégalaise depuis les indépendances jusqu'à nos jours. En ce qui me concerne, ce qui m'intrigue, c'est de décortiquer et d'expliquer à partir du mot évolution. Je ne vois pas, peut-être la femme a évolué en même temps que le monde. La sénégalaise bouge en même temps que le monde, mais je ne vois pas d'évolution en tant que telle. Comme si on parle d'évolution plutôt, c'est comme si elle n'avait pas de civilisation. Et justement, avec le temps, elle a réussi à acquérir des connaissances qui lui permettent d'être évoluée. Je pense que pour la sénégalaise, ce n'est pas le cas. La sénégalaise, elle n'a pas changé. Bien sûr, elle est devenue urbaine de plus en plus. Bien sûr, elle s'ouvre au monde. Elle s'ouvre à d'autres civilisations, à d'autres cultures, à d'autres manières d'exister. Mais la sénégalaise, en tant que telle, elle n'a pas changé dans la mesure où elle est très ancrée dans sa tradition, très ancrée dans sa culture, ce qui est bien, tout en s'ouvrant à l'extérieur. D'accord. Voilà. Vous partagez cet avis? Oui, voilà. Mais évolution, oui. La parole est donnée, elle est donnée à qui veut la prendre. Allez-y. Je confirmais juste ce qu'elle disait en disant que effectivement, elle n'a pas forcément évolué au sens qu'elle évoque, mais elle s'est plutôt modernisée, adaptée au changement des générations. Au changement en général. Est-ce que lorsqu'on s'adapte comme ça, oui, on ne perd pas des choses en chemin? Pour la sénégalaise, non. Dans la mesure où, bien sûr, elle invente, elle innove, n'est-ce pas? Elle restructure, elle améliore, mais le socle traditionnel est présent. D'accord. Il est présent et il est pérenne. D'accord. Madame Ly? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Madame Conan. La sénégalaise, elle est très traditionnaliste, mais elle s'adapte à toutes les situations. D'accord. Et la sénégalaise, elle est ancrée dans sa tradition, elle est ancrée dans sa religion. Parce que la religion musulmane, quoi que l'on dise, est la religion la plus importante au Sénégal. Et que l'on soit catholique, que l'on soit chrétien ou musulman, on passe tous par cette éducation musulmane. En tant que femme sénégalaise et musulmane, quand je vais parler de l'évolution de la femme, je vais devoir commencer par le commencement. Allez-y. Parce que vous savez que la femme, avant l'arrivée de l'islam, en tant que musulmane, parce qu'il y a près de 98% de musulmans au Sénégal, donc avant l'arrivée de l'islam, la femme n'était pas du tout libre. La femme on ne parlait pas d'évolution par rapport à la femme. C'est un être qui existait, mais qui n'avait aucune valeur. Donc c'est avec l'arrivée de l'islam que la femme a un peu eu quelques droits. La femme a eu des droits, disons, confirmés par le Coran, exigés par le Coran. La femme et on a donné une place à la femme dans la société. Donc, vous voyez, je veux dire que c'est ces droits que cette femme a eu, cette évolution depuis l'islam que l'islam lui a donné, cette place que l'islam lui a donnée, c'est celle-là qui continue avec la femme. Bon, maintenant, avec le modernisme, avec le changement qui arrive, on peut dire que, on s'adapte. On s'adapte parce que l'islam,
c'est aussi une religion qui s'adapte à toutes les époques, à toutes les sociétés. D'accord. Voilà. Mais là, j'ai envie de vous interrompre. Vous parlez de droits acquis par la femme après la venue de l'islam. Quels sont ces droits? Alors, la femme, avant l'islam, elle n'avait pas le droit à la parole. La femme n'avait même pas le droit de choisir son mari. On lui choisissait son mari. La femme, dans certaines sociétés, la fille qui naît n'avait pas le droit à la vie. On l'enterrait vivante. La femme n'avait pas le droit à l'héritage. La femme, on l'héritait. On héritait de la femme. Elle faisait partie des biens que l'homme héritait. Donc, c'était, disons, elle n'avait aucun statut. Et c'est avec l'arrivée de l'islam que la femme a eu une reconnaissance en tant que telle. On a exigé aux hommes de reconnaître la femme. Et là, nous sommes dans les années... Voilà, et nous sommes... Ça se passe dans quelle période? La période de l'islam, disons, au 7e siècle, l'arrivée du prophète alayhi salam. Donc, c'est là où ça a commencé, la libération de la femme des pratiques anti-islamiques qui n'étaient pas celles qui sont conformes. Donc, disons, c'est ce qui a continué jusqu'à présent. Donc, ça a évolué. C'est cette libération qui évolue et c'est cette libération qui fait que la femme a maintenant, disons, un autre statut, qu'on la voit autrement, qu'elle peut participer publiquement à beaucoup de choses. Et peut donner son point de vue. Madame Courant, le vôtre. Alors, je pense la même chose que toi, mais je veux pas aussi, j'ai pas envie de verser dans l'autosatisfaction. Et voilà, c'est difficile de parler de soi, mais je pense que la femme sénégalaise a eu la chance d'hériter de deux traditions qui l'honorent en même temps. La tradition, tout simplement, qui appartient aux cultures sénégalaises et honore la femme. Ce n'est pas pour rien que dans beaucoup de cultures, n'est-ce pas, apparemment, on a l'impression qu'elle n'a pas de droit de décision, qu'elle ne prend pas la parole. Sa présence, elle est réelle, mais elle est discrète. Et comme elle est discrète, quand on sort de la culture sénégalaise, quand on est en dehors de la culture sénégalaise, on pense que sa présence qu'elle est inexistante. Mais quand vous dites elle est secrète, ça veut dire quoi? Elle est discrète. Elle est discrète, ça veut dire quoi? Par exemple, la mère de famille, quoi qu'on dise, n'en déplaise aux hommes, c'est le chef de famille. C'est elle qui décide. Elle décide de façon discrète. Elle décide avec l'aval de son époux. Je vais te dire, elle n'a pas en général ce comportement qui la montre en train de vociférer, n'est-ce pas, de hurler ses droits. Elle connaît ses droits. Elle peut acquérir ses droits sans que personne ne sache que c'est elle qui a décidé. En général, les hommes écoutent beaucoup leurs épouses au Sénégal. Mais ça ne se fait pas sur la place publique. Et quand on regarde la culture sénégalaise de l'extérieur, on a l'impression que les femmes ne décident pas. Elles sont extra soumises, elles n'ont pas leur mot à dire, la religion exige qu'elles le soient. Alors c'est totalement le contraire. Là je parle de la tradition. Voilà, dites-nous, allez-y. J'ajouterai juste quelque chose, c'est que la religion est venue trouver des traditions qui n'étaient pas contraires au principe de l'islam. D'accord. Beaucoup de traditions sénégalaises conformes avec l'islam, le principe de l'islam. Donc, disons, ça a été facile pour la femme sénégalaise de cumuler entre la tradition et la religion. Parce que beaucoup d'entre nos pratiques n'étaient pas quand même, c'était en quelque sorte conforme à... Madame Mariam Ly, dites-nous, vous qui êtes également sénégalaise, qui avez déjà la quarantaine révolue, quelle est votre lecture justement de cette évolution de la femme? C'est simple de nous dire, oui, elle n'a pas évolué en tant que telle, il y a la tradition, il y a les pesanteurs socioculturelles, mais quelle est votre lecture à vous? Moi, je trouve que la femme sénégalaise, elle a évolué, elle a beaucoup évolué. Dès lors qu'avant, ce sont nos pères qui s'occupaient de tout à la maison. Quand je dis de tout, c'est-à-dire des finances. Et aujourd'hui, la femme sénégalaise travaille. Elle ne se réveille pas le matin, attend que son mari lui donne de l'argent pour aller, pour faire la popote, pour nourrir les enfants, pour s'occuper de la maison et tout. Aujourd'hui, la femme sénégalaise se réveille, s'occupe de tout ce qui manque dans sa maison, sans tendre la main à son mari. Or, à l'époque, nos mamans, nous, ce qu'on savait, le matin, quand on se réveillait, nos pères laissaient de l'argent au chevet du lit et nos mamans, ça donnait à s'occuper des tâches ménagères. Et aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas me réveiller et dire à mon mari, il manque le pain, il manque le sel, il manque le sucre. Donc vous-même, vous le faites? Oui. Ça, c'est aujourd'hui une grande évolution chez la femme sénégalaise.
C'est ce que je trouve, Madame Conan. Oui, moi je respecte sa position, hein. Oui. Mais moi je pense que cette évolution-là, si on peut l'appeler ainsi, c'est la femme qui s'investit pour la famille, qui gère sur le plan financier la famille, qui gère sur le plan matériel. Matériel, la famille, ça a toujours existé. D'accord. Parce qu'avant l'avènement de l'époque du colonisateur, c'était la femme qui était la première à se lever et la dernière à se coucher. Mais je pense que jusqu'à ce jour, elle est toujours la première et la dernière. Voilà, elle combinait et les travaux ménagers, les travaux champêtres, n'est-ce pas, l'éducation des enfants, elle s'occupait de son mari. Ça n'a pas changé. Maintenant, c'est le type de travail qui a bougé. Elles sont de plus en plus hors de la maison. Voilà, elles vont au bureau, il y a les aides qu'on appelle femmes de ménage, etc. Exactement. C'est un peu compliqué. Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu cela encore, vous n'êtes pas dans une situation où vous devez vous lever à 6h du matin et vous coucher à minuit, mais vous avez vu votre maman faire aussi. Oui. Quelle lecture, quelle est la vôtre? Je pense que je suis quelque part au milieu. Je pense que la femme sénégalaise, si l'on conçoit l'évolution comme quelque chose où on prend quelqu'un qui n'est complètement pas civilisé et qu'on le civilise, bien sûr, j'ai envie de dire non, on n'a pas évolué. Mais si on le conçoit dans le sens d'une progression, alors oui, j'ai envie de dire que bien sûr, je trouve que les femmes sénégalaises, à travers le temps et leur histoire, se sont beaucoup modernisées et ont acquis avec le temps une reconnaissance de leurs valeurs et de leur travail. Parce qu'effectivement, les femmes ont toujours été les premières à se lever, les dernières à se coucher, mais ce travail n'était pas reconnu. On ne parlait pas forcément des femmes aujourd'hui en tant que chef d'entreprise parce que elle pouvait très bien être la personne qui gérait l'entreprise. Mais je pense que la femme africaine, elle s'inscrit toujours dans cette logique-là. C'est toujours la première à se lever, la dernière, ça ne changera pas ça. Non. Ça, c'est inscrit dans notre coutume africaine. Ça fait une différence d'être reconnue pour ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, imaginons par exemple il y a quelques années, dans le passé, peut-être que la femme faisait le même travail, mais l'homme en prenait tout le crédit. Alors qu'aujourd'hui, elle peut être chef d'entreprise et donc je peux être inspirée par ce genre de choses. Je répète la même chose en disant que ce n'est pas seulement par rapport aux femmes africaines que le travail domestique est reconnu, même chez les occidentales. Même chez les occidentales, que ce soit en Europe ou en Amérique, c'est maintenant qu'on voit que la femme au foyer fait un travail qui doit être respecté autant que celui de la femme qui va au bureau. Auparavant, ce n'était pas le cas. Autant, c'est pourquoi je dis, elle porte la mouvance, n'est-ce pas, la mouvance de la mondialisation. Aujourd'hui, on dit les femmes au foyer travaillent. On le dit aussi en Europe, c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que la sénégalaise, on ne peut pas dire qu'avant, c'était pas bien et maintenant c'est bien. Ça a toujours été bien. J'en arrive quelquefois même à envier, n'est-ce pas, la période de nos mamans. Elles étaient plus sereines, n'est-ce pas? Elles n'étaient pas aussi stressées que nous. Elles connaissaient leur place. Elles géraient le quotidien. Mais qu'est-ce qui peut l'expliquer, Madame Courant? Qu'est-ce qui explique la sérénité des mamans de l'époque, on va le dire en ces termes, et la génération, la vôtre? Notre génération, les hommes nous ont poussés dehors. Ils ont poussé dehors, et puis maintenant on est dehors et on est dedans. Et dans ce cas, on est nulle part. Et ils vous ont poussé dehors? Oui, ils ont poussé dehors. C'est-à-dire ils ont poussé à faire le travail qu'ils font eux, en dehors de la maison. D'accord, à aller travailler. D'accord. Et maintenant, quand on est dehors et dedans, on est nulle part. Au moins, nos mamans, elles savaient ce qu'elles devaient faire et comment le faire. Ça n'empêchait pas, n'est-ce pas, que ces femmes-là qui étaient à l'intérieur des maisons savaient tout ce qui se passait dehors. Je ne sais pas comment, mais elles le savaient. Elles avaient la petite recette magique et nous allons justement rencontrer une de ces femmes. Nous sommes allés la rencontrer ce jour pour qu'elle nous dise un peu quelle est sa lecture à elle de l'évolution de la femme sénégalaise des indépendances à nos jours. Cette femme que nous avons rencontrée est la petite fille, si je ne m'abuse, de Serigne Touba. Voilà, c'est la petite fille de Serigne Touba. Elle s'appelle Sokhna Diarra Bousso. Elle nous donne ici et ses propos sont traduits du Wolof au français par Asta Bousso qui est avec nous. Un extrait. Donc elle explique que la femme sénégalaise, à travers son expérience ici au Gabon, est vraiment à sa place. La femme en général et la femme sénégalaise en particulier est la mère de la société. Ce sont des femmes qui ont ici la place pour pouvoir s'épanouir dans leur religion.
et c'est à travers le temps leur épanouissement est de plus en plus confortable ici. Elle est de plus en plus reconnue à sa valeur. Elle est renforcée et promue dans les sociétés dans lesquelles elle vit, que ce soit dans le domaine du travail, dans les sociétés ou en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, je pense que ce sont les temps où réellement on entre dans l'ère où on vit dans un monde d'hommes, mais on vit aussi maintenant dans un monde où les femmes sont reconnues pour leurs vraies valeurs. Elle n'a pas eu de problème d'intégration car pour elle déjà à la base son lien avec le Gabon précède bien avant sa naissance avec l'arrivée du Cheikh au Gabon qui a travaillé ici et donc avec le temps qui passe, elle s'est sentie juste de plus en plus à sa place. Et à son avis, la femme sénégalaise au Gabon est quasiment identique à la femme sénégalaise au Sénégal. Les Sénégalaises étant des personnes très imprégnées de leur culture, elles quittent leur pays, mais leur pays ne les quitte pas. Donc elles restent les mêmes, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Et donc dans ce cadre-là, elles sont les mêmes femmes pour leur mari ici comme au Sénégal, et elles éduquent leur famille et leurs enfants dans les mêmes idéaux et les mêmes valeurs qui sont propres à leur culture et propres à leur religion. Voilà, de retour sur ce plateau, et ce que l'on retient justement, c'est que pour elle, la femme sénégalaise a toujours eu des valeurs qu'elle a transmises de génération en génération. C'est vraiment l'essentiel de son message, et nous allons passer à une autre étape. La femme sénégalaise est une femme battante. Depuis des décennies, elle s'illustre dans plusieurs domaines. Comment vous vous êtes intégrée ici au Gabon? Donc mon intégration au Gabon a été très très facile. Aujourd'hui, je suis gabonaise d'adoption. Donc mon intégration réellement au Gabon, ça m'a pas posé de problème. D'accord. J'ai vraiment été très bien avec toutes les Gabonaises. J'ai connu les 9 provinces. C'est 2 ans après que j'ai commencé à fréquenter le milieu sénégalais. D'accord. Quel a été votre... Vous êtes au Gabon depuis combien de temps? Depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir. Depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Ça va faire quoi? 40 ans, 50 ans? Pas encore? À peu près. Elle est née. On aime bien. Vous êtes née au Gabon? Non, je suis née au Sénégal, mais j'ai toujours vécu entre les deux parce que mes parents étaient installés au Gabon. D'accord. Et comment vous vous êtes intégrée? On va dire que le Sénégal est devenu un pays d'accueil pour vous, tout comme le Gabon un pays d'accueil, parce que vous vivez entre les deux, ce sont vos deux pays. Comment ça se passe, le mélange de ces deux cultures? Eh bien, ça se passe très bien. J'ai toujours vécu au Gabon et au Sénégal en même temps, donc je ne me sens dépaysée ni dans l'un ni dans l'autre. Au contraire, je me sens comme si je trouve un équilibre avec ce que je tire de positif ici et ce que je tire de négatif au Sénégal. Et bien sûr, quand on arrive dans un pays et qu'on est jeune, il faut parler un peu plus fort. On se fait des amis, donc du coup, l'intégration est beaucoup plus facile quand on est jeune parce que justement, on se fréquente et on a beaucoup moins de tabous, on apprend les choses, les mains. Vous avez appris à parler une langue du Gabon, par exemple? Je m'essaie à parler le fin, très mal. C'est pas la plus facile. Très mal. Comment on dit bonjour, enfant? Bolo. C'est facile. Oui, en parlant d'intégration, vous qui êtes béninoise, sénégalaise, gabonaise, française, avec tous ces mélanges-là, comment on s'intègre? Alors, je suis venue au Gabon il y a une vingtaine d'années. Je suis venue rejoindre mon époux. Et j'ai eu la chance d'exercer une profession au Gabon parce que j'avais le diplôme et le Gabon demandait des enseignants. Et moi, je n'ai jamais eu de problème pour m'intégrer, quel que soit le milieu. Ayant des origines différentes, ayant rencontré des personnes appartenant à plusieurs civilisations en même temps. Et au Gabon, j'ai rencontré d'autres personnes appartenant à la culture gabonaise, aux civilisations gabonaises. Et j'ai rencontré de bonnes personnes, tout simplement. Des gens qui m'aiment, qui m'ont accueilli, des gens avec qui je discute sans filtre. J'ai pas besoin, voilà. Et jusqu'aujourd'hui, je me sens autant à l'aise au Sénégal qu'au Gabon, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial. Madame Kane, cela a été le cas pour vous également? Oui, exactement, ça a été le cas sur le plan professionnel, sur le plan religieux surtout, parce que je
investit plus dans la religion et dans les prêches. Donc ce n'était pas trop compliqué parce que je suis venue trouver un milieu où on avait besoin d'une femme qui connaisse un peu, à peu près l'islam. Bon, je vais un peu devoir être modeste. Une femme qui quand même peut, ne serait-ce que encadrer les femmes musulmanes dans un domaine, surtout les nouvelles converties, parce que nous avons beaucoup de femmes gabonaises converties à l'islam et qui ont besoin d'encadrement. Donc sur le plan religieux, ce n'était pas du tout difficile. Vous savez que quand la religion est présente, il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'appartenance. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux aux yeux de la religion. N'empêche que cette culture que nous avons chez nous, parce que chacune d'entre nous a une culture, n'empêche que cette culture, s'il y a quelque chose qui cadre avec la religion, quelque chose qu'on peut accepter, que l'autre culture peut accepter comme étant bien, il faut essayer de véhiculer. Ce sont des valeurs qu'on ne cache pas. Donc essayer d'être quand même quelqu'un de... Je vous donne un exemple. Par exemple, si je suis la prédicatrice, mais en parlant, je ne respecte pas ce que mes valeurs sénégalaises m'ont apprises, ma tradition sénégalaise, le respect d'autrui, par exemple, une certaine manière de parler, si je ne respecte pas, donc je porte atteinte à la tradition sénégalaise. Donc en tant que musulmane, j'ai aussi ma tradition. Donc cette tradition, une éducation de base qui est mélangée à l'éducation islamique, et celle-là, elle facilite l'intégration avec Est-ce que la femme sénégalaise qui vit hors du Sénégal transmet toujours ces mêmes valeurs? Est-ce qu'elle s'appuie toujours sur et la tradition et la religion? Exactement. Je pense que la femme sénégalaise le fait. Bon, je peux le dire sans crainte, parce que je suis avec d'autres femmes qui vont confirmer ou infirmer ce que je vais dire. Donc, ce sont des valeurs ancrées en nous. C'est-à-dire que partout où nous allons, partout où nous sommes, ce sont des valeurs qui sont en nous, que nous extériorisons, même sans le vouloir. Ça vient seul, parce que c'est en nous. Donc, doublé d'une identité religieuse, ça fait que la femme sénégalaise, en quelque sorte, cherche à être quand même quelqu'un de parfait. Donc, je dis pas parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais quelqu'un d'acceptable. La société peut accepter. Il y a la question du mariage, par exemple, au Sénégal, et arrêtez-moi si je me trompe, mais on a eu l'impression pendant les 10 dernières années que les filles allaient plutôt, très tôt même en mariage, peut-être pour fuir le cercle familial qui était vraiment enfermé dans cette, on va dire quoi, relation entre la tradition et la religion. Elles allaient de plus en plus en mariage pour gagner leur liberté. Vrai, faux? Non, disons c'était plutôt traditionnel. L'histoire d'aller en mariage très tôt, c'était plutôt la tradition qui l'exigeait. Comme je suis dans une tradition, j'appartiens à la famille des Peuls, des tout couleurs. Donc, dans la société traditionnelle, toutes les femmes partaient en mariage très tôt. Ce sont des mariages arrangés par les parents et tout. Donc, on les donnait en mariage. Bon, maintenant, avec les études, avec le modernisme, les femmes ont tendance souvent à aller un peu plus tard. Voilà, un peu plus tard en mariage. Bon. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, disons, c'est l'évolution, comme vous dites. L'évolution, c'est simplement l'évolution qui fait que, bon, aujourd'hui, elles ne vont plus à 15 ans, 16 ans en mariage. Les temps ont changé. Oui, on ne va plus à 15 ans, 16 ans en mariage, comme on dit, parce que à cet âge-là, on est encore à l'école. On est encore. Et surtout, et comme la sénégalaise est devenue, elle est urbaine, c'est ce qui fait que les filles ont envie de finir leurs études. Ou bien d'être très à l'aise dans les études avant de contracter un mariage. Et parce que justement, après le mariage, il y a des enfants. Et si le diplôme n'est pas là, c'est très compliqué de faire marche arrière pour... Voilà. Elle est très bien placée pour parler. Justement. Oui. Donne-nous ton avis sur la question. Je pense... En parlant un peu plus fort, parce que... Je pense qu'aujourd'hui, les femmes se marient de plus en plus tard parce qu'elles vont à l'école, parce qu'aujourd'hui elles veulent gagner en indépendance, et donc du coup, comme si en allant à l'université on est déjà bien avancé dans la vingtaine, donc bien évidemment, comme ce que Madame Courant explique, le mariage entraîne certaines complications, certaines complexités, la maternité, etc. Et bien sûr ça ralentit la progression scolaire. Donc je pense par exemple, par mon expérience personnelle, que en allant à l'école et en faisant le choix de vouloir étudier et de vouloir gagner en indépendance, on se marie beaucoup moins tard. Alors au Sénégal, les parents même ont compris le bien fondé. D'accord, mais il y a aussi cet aspect dans le mariage où la religion musulmane autorise un homme à avoir 4 épouses. Oui. Et les jeunes filles n'entrent plus trop dans cette histoire. Comment on fait? Alors par rapport à cela, moi je vais en parler. Dites-le. Moi je dis que les hommes, n'est-ce pas,
ils ont l'habitude, ils ont tendance à tirer le drap de leur côté, la couverture de leur côté. Parce que tout simplement, moi, je suis une profane par rapport aux connaissances islamiques. Je le reconnais. Mais ce que j'ai constaté, ce que j'ai compris de ce que certaines personnes qui sont érudits ont eu à m'enseigner, si toutefois les hommes du sexe masculin appliquaient à la lettre, n'est-ce pas, les préceptes de l'islam, le monde serait en paradis d'abord. Ensuite, aucun homme ne serait polygame. Pourquoi? Je le pense. Dites-nous. Voilà, parce que c'est intéressant. Non, je ne maîtrise pas. Il faut demander. Madame Khan, venez en aide. Venez en aide. Exactement. Bon, il y a ce problème. Bon, je vois Madame Koura a un peu peur de la polygamie, c'est évident. Parlez-nous de la polygamie. Bon, dans la place de la polygamie dans la société sénégalaise. Bon, dans la religion. Disons dans la société même en général, dans le monde en général, parce que si vous voyez un peu, il y a une statistique qui a été faite, nous voyons que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Si on s'en tient seulement à la monogamie, comme Madame Courant le préconise, donc il y aura des femmes qui n'auront jamais de mari. Mais les statistiques, moi je me méfie des chiffres. Je me méfie des chiffres. Parce que les statistiques, c'est autre chose. Mais ce qui est sûr, si toutefois les hommes faisaient attention, et bon, j'ai pas peur de la polygamie, j'ai pas peur. Je pense que la polygamie a du bon. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà traditionnelle. Puisque la tradition sénégalaise a, n'est-ce pas, un code polygamique, n'est-ce pas? C'est maintenant facile pour les Sénégalais de prendre cette tradition, de prendre l'islam. Voilà. Mais que dit la religion? Que dit la religion concrètement de la polygamie, de la question de la polygamie? La polygamie est autorisée par l'islam. Parce que quand l'islam est venu, l'islam a trouvé que l'homme de tout temps a toujours été polygame. Trouvé que l'homme avait beaucoup de femmes, 20 femmes, plus de 20. Et puis, donc, l'islam est venu réduire le nombre de femmes qui étaient à la disposition de ces hommes en les amenant jusqu'à 4. Donc, la polygamie est autorisée par l'islam. D'accord. Mais avec des conditions. D'accord, très bien. Quelles conditions? Voilà, les conditions ne sont pas respectées. Quelles conditions, Madame Lee? Dites-moi. Quelles sont ces conditions? On va laisser Madame Lee nous dire quelles sont ces conditions. Dites-moi. Voilà, je disais que les conditions ne sont pas respectées. C'est d'où Madame Kouna, c'est ce qu'elle vous dit que si ces hommes avaient respecté ces conditions, donc le Sénégal serait... Le monde entier. Un monde merveilleux. Le monde entier. Il y aurait que des monogames. Mais quelles sont ces conditions? Pourquoi? Parce que vous avez une femme et vous vous abstenez à rester fidèle à votre femme. D'accord. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, c'est là où l'islam vous autorise à prendre une deuxième femme. Mais dans ce cas, il faut que vous soyez fidèle à ces deux femmes. Fidèle, mais dès qu'on a une deuxième femme, on n'est plus fidèle. Fidèle aux deux. Fidèle aux deux. C'est quand même assez compliqué. Fidèle aux deux. Maintenant, quand on en a trois. Fidèle aux deux, c'est-à-dire respecter la tradition. Passer 2 jours chez l'une et deux autres jours chez l'autre. Mais comme l'homme, après avoir acquis ces deux, il en veut encore une troisième. Il va en chercher une. Il va en chercher. L'islam dit qu'il faut toujours qu'il soit fidèle. Qu'il soit fidèle. Il ne le trouvera pas. Il va chercher une quatrième. Oui. Alors, mais après la quatrième, dans tout ça, il fait comment? L'homme ne peut toujours pas. Oui, heureusement que c'est limité à 4. Oui, heureusement que c'est limité à 4. Et après la quatrième, l'homme ne peut toujours pas. Voilà donc, pourquoi Mme Konan dit que l'homme, donc, il reste avec une femme. C'est puisqu'il ne peut pas changer. On va essayer de recadrer tout ça. Recadrer un peu. Madame Khan, allez-y, aidez-nous. Donc, ce que l'islam dit, ce que le Coran dit, que si vous avez droit à 4 femmes, vous pouvez épouser 2, 3, 4 femmes. Donc, si vous craignez d'être juste, d'être équitable entre vos 4 femmes, donc il faut vous en tenir équitable. Oui, équitable, mais équitable dans quel sens? Équitable dans le sens de mettre les 4 femmes dans les mêmes conditions. Vous voyez, vous les mettez sans distinction et sans privilégier une ou l'autre. Maintenant, pour ce qui est des sentiments, là, on ne peut pas contrôler. Parce que même le prophète, paix et salut sur lui, il a eu ce même problème. Il a dit que je suis équitable entre mes épouses, mais le cœur appartient à l'une de mes femmes, c'est Aïcha. Mais c'est ce même cœur qui vous pousse à ne pas être équitable. Mais c'est ça. Justement, voilà pourquoi le Coran a dit, si vous craignez d'être équitable, il faut vous en tenir à une seule femme. Voilà. Une seule épouse. Parce que quelquefois, les conditions voilà, il y a des conditions qui interdisent ça comme étant
chose qui soutient la monogamie, comme une thèse qui soutient la monogamie. Certains connaissent qui l'interprètent comme ça. J'avais pas osé le dire, mais moi, je pense que l'islam soutient la monogamie. Je le pense. Non, je n'osais pas. Il s'agit de l'interprétation. Il s'agit de l'interprétation de certains connaisseurs qui soutiennent la monogamie avec ça. Mais ce n'est pas ce que le Coran a dit. Il dit que si vous êtes équitable, vous pouvez être équitable, prenez 4 femmes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes. D'accord. Il y a tellement de femmes qu'il faut absolument un équilibre, trouver le bon équilibre pour que toutes soient casées. Est-ce que les bébés et les vieillards et les troisième âge pour dire, méfiez-vous des statistiques. Il y a beaucoup de femmes. Bon, allez, on marque une pause et on va du côté du Sénégal où nous attend notre correspondante Oumou Kalsoumba, notre correspondante permanente, a réalisé ce petit extrait pour nous. Un extrait où on parle de chouraï, comme l'odeur qui se dégage de cette salle. Le chouraï, c'est ce petit plus que la femme sénégalaise a à côté d'elle ou dont elle dispose pour, on va dire quoi, encenser la maison, encenser la famille. Elles vont nous dire de quoi il en retourne. Nous allons découvrir une vendeuse de chouraï qui fait ses affaires en vendant simplement ce petit quelque chose qui fait la différence. Je vends des articles pour la Saint-Valentin. Tenez-vous bien, cette année, j'ai renouvelé mon stock. J'ai mis la barre très haut pour que toutes mes clientes puissent bien célébrer la fête de l'amour. Cette année, les bougies, les colliers de taille, l'encens, les pétales ou encore les nuisettes sont très prisés. J'ai une fidèle clientèle et je pratique cette activité depuis une décennie. Les femmes sénégalaises sont très raffinées et s'occupent très bien de leur époux. C'est pourquoi elles accordent beaucoup d'importance à la Saint-Valentin. Je conseille à toutes les femmes africaines de bien s'occuper de leur époux, car le mariage est sacré. Et il faut marquer le coup le jour de la Saint-Valentin, car c'est un jour très spécial. Voilà, nous avons découvert cette vendeuse de chouraï et nous parlons du chouraï, puisque nous étions au mariage. Nous avons parlé de la polygamie. Je continue de rire parce qu'il y a des choses qui se sont dites sur le plateau. Le chouraï, c'est vrai que ça sent très bon, c'est vrai, mais le chouraï a une mission précise ou plusieurs missions. Chaque chouraï, lorsqu'il sort, il a quelque chose de particulier qu'il exprime. C'est que la femme musulmane aussi n'est pas en reste, disons. C'est pas parce qu'on est musulmane souvent. Et il y a, comme vous savez, au Sénégal, il y a des gens qui sont, disons, qu'elles sont voilées et tout. Elles pensent que tout ce côté traditionnel de la femme sénégalaise ne les incombe plus, qu'elles ne sont plus appelées à le faire. Mais non, du tout. L'islam recommande, justement, l'islam exige même à la femme de faire ce que vous dites, les chouraï que vous dites et autres. Les bin-bin. Exactement. Qu'est-ce que le chouraï? Le chouraï, ce sont quoi? Des senteurs simplement? Oui, c'est tout simplement des senteurs. Qui ont une mission particulière. On dit qu'il y a les chouraï pour encenser le mari, il y a les chouraï pour les jeunes mariés. Dites-moi, précisez-nous. Parce que les téléspectatrices qui vous regardent ont envie d'aller. Je ne crois pas. En tant que Sénégalaise, je ne pense pas. Ayant grandi dans la société sénégalaise, je pense que c'est plutôt des senteurs. C'est plutôt pour parfumer la maison. C'est une question de se parfumer et mettre le mari à l'aise quand il vient. Mais lorsque une femme, par exemple, prend l'encensoir, le pose sous sa robe, c'est quoi? Quel est l'objectif? Elle se parfume, juste parfumée. Ça n'a aucun effet, disons, mystique ou bien... Ah d'accord. Bon, donc on lui prête... Même si traditionnellement, même dans les cultures occidentales, le fait de brûler de l'encens, n'est-ce pas, assainit, n'est-ce pas, l'ambiance sur tous les plans. D'accord. Voilà. Même quand le prêtre dit la messe, avant de consacrer l'Eucharistie, il encense l'autel. Et les bin-bin, alors c'est pour encenser quoi? L'autel? C'est pour encenser qui? Alors le bin-bin, moi je dirais, je donnerais à cette parure, n'est-ce pas, je donnerais son nom traditionnel, les fers. Fer qui veut dire, c'est les perles autour de la taille. Parce que bin-bin, c'est en relation avec une période où ce mot est à la mode, pour des raisons, en rapport avec un clip là, de Kumba Gawlo, il faut le dire. Et le mot bin-bin est entré dans le langage courant par rapport à ces perles-là. Les perles sont plus, n'est-ce pas, traditionnelles que le vidéoclip, quoi. Et justement, les perles, c'est une parure, mais une parure intime. Voilà, c'est que tout le monde ne doit pas voir. Que tout le monde doit. Il y a des lumineuses. Ce n'est pas la seule, il y a d'autres aussi. Oui. Autant le dire, il y a d'autres parures. D'autres parures, il y a l'épargne, il y a beaucoup d'autres choses que les femmes. Les Sénégalaises sont coquettes.
Elles sont coquettes, Oui, même quand on coquettes. voit pas les c'est colliers. recommandé par l'islam. C'est recommandé par l'islam parce que pourquoi? Lorsque, vous voyez, s'il y a des... Bon, je n'aimerais pas en parler. Souvent, lorsque l'homme regarde dehors, souvent, c'est parce que dans la maison, ce qu'il veut voir, il ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez satisfait. Vous voyez? Donc, c'est recommandé dans l'islam d'être coquette devant son mari. Puisqu'on on nous interdit. Il est interdit à la femme d'être coquette devant un homme dehors, islamiquement. Donc, faites ça devant votre mari et mettez-la à l'aise. Soyez coquette, enlevez le voile, faites ce que vous avez à faire. Ça, c'est votre mari, c'est permis par l'islam. D'accord, mais est-ce qu'il y a une différence? Et ça, vous allez me rectifier encore une fois. La femme qui se voile, la religion musulmane dit quoi? Toutes les femmes doivent se voiler. Celles qui ne le sont pas, sont-elles de bonnes musulmanes ou pas? Bon, c'est une recommandation islamique. C'est le Coran. Donc, le Coran, c'est la loi islamique. Ce que le Coran nous dit, on est obligé de le dire sur le plateau. Donc, le Coran recommande aux femmes de se voiler. Donc, voilà, c'est juste pour préserver, pour protéger la femme, surtout la jeune femme. C'est plus pour la jeune femme plutôt que d'une femme d'un certain âge. Parce qu'à un certain âge, la femme n'est plus même obligée de se voiler après 60 ans et il y a des connaisseurs qui tolèrent que la femme n'ait plus le voile une fois. Mais on voit des pays comme le Nigeria, par exemple, où l'on n'accepte pas, ou Boko Haram, pour ne pas le citer, pour ne pas la citer, la secte j'entends, n'accepte pas que les femmes soient dévoilées. La femme, en général, ne doit pas rester dévoilée. Ça, c'est la religion. La femme ne doit pas rester dévoilée parce que c'est un précepte du Coran. Elle doit se voiler. Parce que le Coran dit au prophète, c'est ça, il faut dire à tes femmes, à tes filles, à tes femmes, aux femmes des musulmans, de mettre le voile. C'est-à-dire que à l'époque, disons avant l'islam, les femmes arabes mettaient le voile, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on attachait derrière. Maintenant, l'islam a recommandé de faire monter un peu le voile, de faire passer le voile pour couvrir la femme. Donc, c'est une façon de préserver la femme. D'accord, voilà, merci beaucoup. Moi, je reviens à toi, Asta Bousso, pour te poser la question. Alors, lorsque j'étais au Sénégal, il y a quelques années, on disait toutes les filles sénégalaises, dès leur jeune âge, sont massées, sont éduquées pour aller en mariage, d'accord? Et elles sont massées pour avoir des silhouettes de rêve. Donc, pour la première fois, j'ai 4 femmes sénégalaises sur un plateau. Je pose la question, est-ce que dès qu'elles viennent au monde, on les masse, des massages, juste pour qu'elles aient des silhouettes de rêve pour se préparer au mariage? Qu'est-ce que... Oui? Non? Effectivement, oui. On les masse, par exemple, les bin-bin que vous dites, les perles. Nous, les bébés, à partir de 3 mois, on met des perles au bébé. Autour du cou pour marquer la taille et pour marquer la taille, marquer la gorge et pour marquer la gorge. Donc c'est pas les perles, les enfants les portent depuis l'âge de 3 mois jusqu'à. Et quand les enfants portent ces perles, le va-et-vient des portes sur la peau masse la peau pour la chute des reins, pour la chute des reins et le cou pour qu'il n'y ait pas ce deuxième menton, troisième menton. Bon, pour moi c'est raté, mais quand même c'est pour marquer, pour éviter le deuxième menton, le troisième menton. C'est justement ces perles qui touchent, qui affine. On va essayer d'en acheter des perles. Non, mais c'est trop tard là. C'est pour le bébé. C'est trop tard. Il faut le mettre à l'enfant à partir de 3 mois. Et souvent. Mais les perles, c'est dangereux quand même pour un bébé. Non, c'est pas dangereux. C'est des grosses perles. C'est des grosses perles blanches, n'est-ce pas, en général. Qu'on met à l'enfant au cou avec d'autres perles traditionnelles et tout. Parfumées au cou et à la taille. Oui. J'ai jamais su que c'était pour ça. C'était pour ça. Oui, c'est bon. Toi, tu es gabonaise. Un massage permanent. Oui, un massage permanent. Qui est différent. Il y a un autre massage traditionnel, n'est-ce pas, qu'on fait à tous les bébés. Oui, à tous les bébés. Mais après, il y a un autre massage permanent des perles. Et l'enfant peut garder cela quand même jusqu'à plus près de 2 ans ou 3 ans. Plus de 2 ans, 3 ans. Voilà. Et même parce que en dehors des perles, il y a d'autres qui sont, je sais pas, des fruits séchés. Et tout ça là. D'accord. C'est pour que l'enfant, quand il a la bave et tout, qu'il ne sente pas mauvais. D'accord. Très bien. Voilà. On n'a pas eu votre avis quand même, et on me le rappelle dans l'oreillette, on me dit mais Asta ne s'est pas prononcée sur la polygamie, pour ou contre? Asta. Bon.
Je pense que c'est très complexe. D'accord. Je pense que c'est très complexe pour diverses raisons. Même en sortant du cadre émotionnel qui implique d'être marié avec quelqu'un et de s'attendre à ce que cette personne nous soit fidèle, je pense qu'il y a certaines difficultés dans les familles qui existent à cause de la polygamie. Exactement. Au Sénégal, la polygamie est très répandue. Dans ma famille, dans la famille de tout le monde. Et donc, du coup, je pense que ça impacte énormément sur la construction sociale des foyers au Sénégal. Parce que, naturellement, on le sait déjà, les relations entre femmes sont assez complexes. Alors, ajouter à cela un mari au milieu qui n'arrive bien évidemment pas à être complètement équitable entre ses différentes épouses, crée des jalousies, crée des foyers décomposés, des enfants qui sont quelquefois même à cause des difficultés entre les mamans à s'entendre, qui sont incapables d'avoir des liens fraternels réels et sincères. Donc pour moi, cet aspect-là est l'aspect qui m'impacte le plus et qui me fait le plus peur quand je pense à la polygamie. D'accord. C'est quelque chose. Est-ce que qui est c'est très pas grave. tout ça qui fait que la cohabitation inexistante, un peu, on va le dire entre guillemets, entre ces femmes-là qui sont obligées de se supporter parce qu'épousant le même homme, qui cause tous ces divorces-là auxquels on assiste depuis quelques années au Sénégal? Bien sûr, moi je dirais oui, qui sont obligés de se supporter et qui sont en fait hypocrites parce qu'elles ne s'aiment pas. Elles ne peuvent pas s'aimer. Une femme qui rentre dans ton ménage et qui est deuxième femme de ton mari ou troisième, vous ne pouvez pas vous aimer et ça impacte sur les enfants. Et même sur l'éducation des enfants. Un homme, si vous voyez souvent au Sénégal, il y a beaucoup de grandes familles qui ont des enfants qui ont réussi, où on trouve des médecins, des avocats et tout. Et quand tu regardes ces familles-là, c'est toujours papa, maman et 5 enfants, papa, maman et 6 enfants. Mais dès qu'il y a 3, 4 femmes, 5, 6, 7, l'hypocrisie des hommes là, leur gourmandise. Et après, mais bien sûr, après il n'y a pas l'éducation. D'accord. Or, si vous voyez les grandes têtes au Sénégal, c'est toujours un monsieur intellectuel bien posé et qui a sa femme bien posée avec 4 enfants et tous ces enfants-là sont bien. Mais il y a des familles polygames où ça fonctionne. Oui, voilà. ça, Il y a des familles polygames où ça fonctionne parfaitement. Mais en général, et surtout, le problème, ce n'est pas la polygamie en tant que telle par rapport à l'hypocrisie, c'est l'urbanisation. D'accord. C'est l'urbanisation. Quand on est en ville, on a les tares des citadins. Et justement, les familles polygames sont victimes, n'est-ce pas, de cet environnement. D'accord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la femme sénégalaise intellectuelle joue véritablement son rôle dans la société aujourd'hui, dans la société sénégalaise, j'entends? Parfaitement. Oui. Parfaitement. La femme intellectuelle joue son rôle. Et ça se voit dans tous les domaines au Sénégal. Oui, et la Sénégalaise a réussi quelque chose d'exceptionnel, combiner et la tradition et le modernisme. Elle est à l'aise partout. Et ça, c'est extrêmement difficile, ce n'est pas évident. Elle a su choisir là où c'est bien. Et comme au Sénégal, on vit avec tout le monde. D'accord. On vit avec tout le monde. Elles ont pu, n'est-ce pas, rester ce qu'elles sont, être à l'aise en dehors des frontières du pays, que ce soit en Afrique, ailleurs ou en Occident, et en même temps pouvoir perpétuer les valeurs traditionnelles. Et la femme religieuse, est-ce qu'elle joue pleinement son rôle dans la société sénégalaise aujourd'hui? Oui, exactement. Je dirais qu'elle joue exactement son rôle. Et vous voyez, il y a beaucoup plus de femmes maintenant, pas comme avant, mais maintenant on a beaucoup plus de femmes prédicatrices, des femmes qui font des émissions islamiques à la télé. Avant, il n'y en avait pas. D'accord. Donc elles s'investissent plus dans l'enseignement et l'éducation de la femme. Parce que vous savez qu'il y a certaines choses dans la religion. C'est mieux d'avoir une femme. Entre femmes, ça passe plus que lorsqu'on est devant un imam ou bien devant un homme. Donc elles s'investissent maintenant beaucoup plus dans la religion. D'accord. Non, mais en même temps, on est bien d'accord. Chaque pan de la société sénégalaise où on retrouve des femmes, elles s'illustrent aujourd'hui. Et quand je vous rencontrais un peu plus tôt, vous parliez de la jeune femme la femme en général qui doit arrêter de se victimiser. Non, si je n'ai pas réussi, c'est parce que je n'ai pas eu les moyens que les autres. Qu'est-ce que vous dites à cela, Asta Bousso? Je dis à cela que je pense que, non pas seulement en tant que femme, mais en tant que personne,
On est tous notre propre responsabilité. On ne va aussi loin que nous le croyons, tout se passe ici. Ou du moins, ça commence ici. Alors, si on vit dans des sociétés où on se laisse balloter par les pensées des autres, par les actions des autres, et par ça, je veux dire, ça ne veut pas dire que les offenses qui viennent du monde extérieur ne sont pas réelles, parce que bien sûr, ne pas avoir d'argent, c'est pas une fin en soi, mais c'est une complexité. Tout à fait. Ne pas vivre dans un environnement qui est adapté à sa propre personne, c'est une complexité, mais ce n'est pas une impossibilité. Tout à fait. Des gens ont réussi avec moins que ce que la plupart des gens qui se plaignent ont. Maintenant, bien sûr, tout est progressif. Est-ce qu'elle doit se satisfaire, la femme africaine, de ce qu'elle a aujourd'hui, la femme sénégalaise par exemple, de tous les acquis qu'elle a depuis les indépendances à nos jours? Est-ce qu'elle doit se satisfaire de ce qu'elle a acquis depuis? Est-ce qu'on doit réellement se satisfaire de quelque chose pleinement à quelque temps que ce soit? Ce que j'essaie de dire par là, c'est que peu importe l'évolution des choses ou la progression des choses ou la modernisation des choses, bien sûr, elle a acquis beaucoup plus de place dans sa société et c'est à applaudir, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. D'accord. Et la femme sénégalaise s'illustre beaucoup dans le commerce. Vous-même, vous êtes chef d'entreprise. En quelques mots, votre expérience. Vous-même, vous êtes entrepreneur. Vous êtes enseignante. Racontez-nous un peu brièvement vos expériences, pas petites, vos grandes expériences. Oh, moi, je dirais qu'il faut jamais dire qu'on ne peut pas aller loin. Par exemple, si vous n'avez pas fait des grandes études et que tout de suite vous vous dites que c'est foutu, je peux plus rien faire dans la vie, c'est faux. Il faut toujours apprendre un métier, que tu sois couturière, coiffeuse, etc., etc. Il faut toujours apprendre et valoriser le métier et croire à ce qu'on fait et se dire que je peux avoir plus que même celle qui a fait des longues études, celle qui a eu des grands diplômes et tout. La vie c'est une bataille. Donc il faut se battre à tous les coups. Il ne faut jamais se dire que bon, moi je m'arrête là et puis tonton va me donner ou papa va me donner ou mon bon mari va me trouver là. D'accord. Mais non, il faut toujours te dire que moi je dois aller là, je dois faire ça, je dois faire ça. Et c'est tout ça qui te motive et te pousse à aller loin. Et c'est ça qui est le secret de votre réussite en tant que chef d'entreprise? Oui, c'est le secret de ma réussite. Moi, depuis l'âge de 15 ans, je me suis toujours dit que, par exemple, moi, j'aurais ça. Et je me suis dit, ça, pour l'avoir, il faut que je fasse ça. Et je veux que ma mère soit comme ça, je veux que mon père soit comme ça de par moi, je veux que mes sœurs soient comme ça. Et pour que mes sœurs et ma mère et mon père et que tout ce monde, ce que je veux faire pour eux, pour le faire, il faut que je travaille. Alors, j'ai regardé dans quel domaine je pouvais évoluer et tout de suite, j'ai compris que c'est dans ce domaine-là où je pouvais aller loin. Et tout de suite, je me suis engagée dans ce domaine sans reculer. On peut partir de zéro pour atteindre les sommets. Il suffit d'avoir et la volonté et dresser un calendrier, on va dire, de réussite. Exactement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai un grand salon de coiffure, j'embauche plus de 9 personnes que je paye tous les mois. Et au début, c'était ça que je voulais, moi. J'ai toujours voulu ça, mais le destin change les choses. Alors, en 1986, quand je suis sortie du Sénégal, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je suis partie du Sénégal en 1986 pour juste 2 ans ou 3 ans et retourner dans mon pays avec ce que j'aurais pour ouvrir mon salon de coiffure, par exemple, et avoir mon personnel, aider les gens à apprendre le métier. En quelque sorte, moi, mon métier, il y a des choses que j'ai appris et il y a des choses, comme le disait ma patronne, c'est comme un tableau. Je fais des choses que je répète pas. Ça vient comme ça. C'est très bien. Je dors, je me réveille et puis j'ai tout de suite une idée, je l'exploite. Voilà. Donc, c'est ça. Au début, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un.
je voulais être libre. Mais vous êtes indépendante, vous avez réussi votre rêve, vous avez réalisé votre rêve. Je l'ai réalisé il y a juste 4 ans. D'accord. Mais avant cela, j'ai toujours été employée de quelqu'un. D'accord. Je travaillais, on me payait. Comme quoi, il faut rêver, il faut chercher à atteindre son but tout le temps. J'aurais pu me dire que bon, maintenant c'est bon, je vais rester là. Je n'ai pas pu ouvrir une entreprise, je ne forme pas des gens, mais aujourd'hui, je suis très contente de former des Gabonais surtout. Très bien, c'est ça l'intégration aussi, c'est donner un peu de vous à cette jeunesse qui vient former des Gabonais qui aujourd'hui ont ouvert leur salon. Et l'Afrique vous remercie pour cela. Vous êtes très jeune, vous êtes entrepreneuse, entreprenante. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on fait quand on est jeune comme vous pour entreprendre? On commence. On commence. La vérité, c'est que c'est comme pour tout, en fait. Vous êtes dans quel secteur? J'ouvre un shop d'accessoires pour les événements. Et je fais ça parce que j'aime ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans l'événement, pouvoir se rassembler, pouvoir partager un moment et tous les détails qui ont un rapport à ça m'excitent complètement. D'accord. Et là, vous employez des gens ou vous le faites encore toute seule? Vous êtes Pour l'instant, c'est encore en phase embryonnaire, oui, mais c'est en chemin. Peut-être que d'ici cet été. On va essayer d'aller plus vite parce qu'on est arrivé quasiment au terme de cette émission. Vous êtes enseignante, vous êtes à la fois gabonaise, béninoise, sénégalaise, toute cette mixture-là. Comment vous la transmettez aux personnes que vous enseignez? Alors, je vois d'abord l'individu, je regarde l'homme, je regarde l'humain. Moi, je ne fais pas de différence entre les individus par rapport à leur religion, à leur nationalité, à leur couleur de peau. C'est parce que justement, j'ai eu la chance de rencontrer toutes sortes de personnes. Maintenant, la personne, elle m'intéresse par rapport à ses caractères. Le physique, la religion, la couleur de la peau, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et voilà pourquoi je pense que si toutefois on se dit tous les hommes sont égaux, aucun homme n'est supérieur à un autre homme. Tous les humains se valent. Je pense qu'on sera plus à l'aise d'être en parfaite harmonie avec les gens qu'on aime et puis avec les gens qu'on ne connaît pas, que ces personnes soient tout simplement des individus avec qui on peut vivre pleinement toutes les règles de courtoisie. C'est très bien dit. Et vous, on dit quoi? La religion a une place de choix, elle occupe une place de choix dans votre vie, mais pas seulement. Vous êtes prédicatrice, vous êtes enseignante, donc au quotidien, vous transmettez des valeurs. Quelles sont ces valeurs? Elles se fondent sur quelques mots essentiels. Quelles sont ces valeurs? Oui, les valeurs sont les valeurs de l'islam, parce que l'islam, c'est pas seulement enseigner comment faire la prière, comment les dogmes de l'islam enseigner. Non, l'islam aussi, c'est la vie active. L'islam, c'est accompagner la personne à savoir comment mener ses activités. L'islam a un regard sur tout, sur tous les plans. Donc, par moment, nous pouvons accompagner les femmes, nous-mêmes nous le faisons. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, dire à une femme de ne pas tricher dans ce qu'elle fait par rapport aux gens, par rapport aux clients qui sont là. Éviter de tricher, être honnête par exemple, parce que l'islam ne recommande pas. Vous voyez souvent, il y a des femmes qui sont au marché, qui viennent me voir avec de la marchandise qui est un peu détériorée et qui vendent ça à l'insu du client. Bon, là, vous donnez la position de l'islam par rapport à ça. Parce que ça, c'est de la triche. Il ne faut pas tricher devant quelqu'un. Donc, c'est une façon d'accompagner la personne et de lui montrer aussi que lorsqu'on réussit aussi dans la vie, qu'on a les moyens, il faut aussi remercier le Seigneur avec ses moyens, en sortant la part du Seigneur dans ses moyens. Parce qu'il y a des gens qu'il faut aider. C'est une recommandation divine, que ce soit dans toutes les religions, je pense que c'est recommandé. Faire le bien dans la richesse que Dieu nous a donnée et essayer aussi de compléter, comme nous les autres musulmans, nous les musulmans par exemple, le 5e pilier de l'islam, essayer de faire le pèlerinage à la Mecque. Si on a les moyens de faire la zakat, de sortir la zakat. Donc ce sont des thèmes, ce sont une façon d'accompagner les femmes, de les encadrer islamiquement. Mais merci mesdames d'avoir été avec nous. On va saluer le Sénégal via cette émission. Entre elles, nous sommes le 4 avril aujourd'hui et toutes les femmes du Sénégal vous regardent. On va faire un tour de table rapidement pour souhaiter une très bonne fête à toutes les familles, nos familles qui sont restées de l'autre côté parce que nous, sur la belle télévision et dans Entre elles, nous sommes africains. Donc si nous sommes au Sénégal comme aujourd'hui, nous sommes sénégalais. Lorsque nous reviendrons au Kenya, nous serons kenyans. Donc aujourd'hui, nous allons saluer
saluer toute la famille sénégalaise. On fait un tour de table rapidement avec vous. On commence. Vous pouvez le dire en wolof un petit mot et puis en français aussi. En wolof? Oui, un petit mot. Ben, maa ngi souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous les Sénégalais di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen wax ne na seen xel dal ñu ngi ci jàmm ak salaam fii ci Gabon. En français. Ben, je dis que je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Sénégalais et je demande la paix pour eux et je leur dis aussi qu'ici au Gabon, nous sommes en paix avec le Gabon. Et c'est ce que l'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Allez, la Benjamine de cette émission, on y va. On fait un coucou au Sénégal. Pour tous les Sénégalais. Comment? Bonne fête de l'indépendance à tous les Sénégalais. J'espère que Dieu nous donnera, comme j'ai dit ce matin, la grâce de célébrer encore ce jour symbolique pendant beaucoup d'années encore. D'accord. Merci. Elle a une voix tellement douce que des fois on cherche un peu sur ses lèvres les petits mots qu'elle nous sort. C'est très aimable. Madame Courant. Oui, c'est notre fête nationale et bonne fête à tous les Sénégalais, bonne fête à tous ceux qui habitent le Sénégal, bonne fête à tous ceux qui ont envie de fêter avec nous, même s'ils ne sont pas au Sénégal. Tout à fait. Et yal na yàlla xeeb dolli. Amin. 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 On reçoit. Madame Kane. Oui, saluer tout le monde, tous les Sénégalais disent que nous sommes en paix, comme dit la femme, nous sommes vraiment en paix ici, nous nous sentons comme chez nous, vraiment nous ne sommes pas du tout dépaysés, nous nous sentons comme chez nous, nous sommes à l'aise et nous prions que Dieu nous laisse encore longtemps, que Dieu nous aide, il nous laisse encore longtemps en vie. Nous saluons tout le monde. Voilà ce que l'on retient de cette émission. Merci à toutes les femmes sénégalaises qui continuent de se battre pour la bonne marche de la société sénégalaise. Merci à la femme africaine qui continue de voir demain avec des yeux meilleurs. Merci de nous avoir suivis et bien des choses chez vous.